Février, nord-ouest de l'Inde. Le Rajasthan entre dans la saison faste des mariages. Ici, la tradition veut que le futur mari chevauche une monture blanche et arrive le premier à la cérémonie. Pendant ce temps, la future épouse achève de se parer. Comme le veut la tradition indienne, Nitika, la jeune mariée, incarne Lakshmi, déesse de la beauté et de la fortune. À l'avenir, si un problème survient dans le couple, ce sont les bijoux de sa dot qui la protégeront de la nécessité. Les boutiques de bijoux et de saris sont bondées. Tout ou presque semble être à l'image de ce que la capitale du Rajasthan a toujours été, une ville prospère. Jaipur est une ville récente. Jusqu'au XVIIIe siècle, l'ancienne capitale se situe dans la cité-forteresse de Amber. Aux commandes, le clan des guerriers Rajpouts, hindous, en lutte contre l'envahisseur moghol et musulman. Mais l'époque va préférer la trêve, la tolérance religieuse et l'épanouissement des arts. C'est à ce moment-là que les empereurs moghols transmettent aux Maharajas leur passion pour les pierres précieuses. Après la prise d'Amber, le clan des Rajpouts décida de s'allier stratégiquement avec les Moghols et une princesse Rajpout fut mariée à l'empereur Akbar. Par cette union, Jaipur put ainsi jouir d'une grande estime de la part des Moghols. Les choses se sont précisées pendant l'expédition d'Akbar en Afghanistan. À ce moment-là, le chef des troupes de l'armée moghole était Raja Man Singh, souverain à Amber. Après la victoire, le trésor de guerre fut partagé entre le Moghol et le Rajput. Akbar prit les terres et Man Singh les joyaux. Voilà comment tout a commencé. Au fil du temps, la ville d'Amber s'est développée, si bien qu'il fallut trouver d'autres territoires pour s'y étendre et répartir les richesses accumulées. C'est au début du XVIIIe siècle que le souverain de l'époque, Sawai Jai Singh, arrière-petit-fils de Raja Man Singh, fonde la ville de Jaipur et y assoit son autorité. À ses côtés, un architecte bengali, Vidyadhar, chargé de l'aider à concevoir la cité. Aujourd'hui, Jaipur est la seule ville d'Inde, et probablement du monde, à fonctionner selon un plan prédéterminé. Ayush Kasliwal est aujourd'hui designer à Jaipur. Enfant de la ville, il est notre sésame pour y pénétrer. La ville fut tracée selon les lois de l'architecture védique indienne qui indiquent où la famille royale doit être installée, où les artères principales doivent se trouver
et combien de quartiers la cité doit compter. Voilà comment fut créé Jaipur. Ensuite, le Maharaja décida de faire venir les meilleurs artisans du pays et l'on vit arriver des gens de Delhi, de l'Uttar Pradesh, de Lucknow et de tous les plus vieux foyers d'artisanat. Ils étaient tous invités, un terrain était offert pour y installer leur maison. Voilà quelle fut la vision de Jai Singh. Le résultat était unique et le reste encore aujourd'hui. Quand la ville fut achevée, les forces vives du pays, politiques, administrateurs, comptables et marchands, vinrent également s'y installer. Donc dès le départ, Jaipur était une ville ouvertement riche où se concentrait l'élite du pays. La couleur de la ville de Jaipur est aujourd'hui le rose. Mais lors de sa fondation, les rues de Jaipur étaient peintes différemment. En blanc, en jaune, en vert, les couleurs naturelles traditionnelles. Quand le souverain britannique Edward visita Jaipur, le Maharaja de l'époque, Sawai Ram Singh, décida de peindre la ville tout en rose. Le choix n'était pas anodin. Oser cette couleur signifiait tenir tête à l'occupant moghol, justement parce qu'il avait l'habitude d'utiliser beaucoup de grès rouge dans son architecture royale. Donc, dès les premiers pas de la ville, tout semblait très lié à la sensibilité, l'art et l'architecture moghole. Et après le déclin de l'empire de Delhi, c'est Jaipur qui reprit le flambeau des beaux-arts, de l'artisanat et des traditions du nord de l'Inde. S'il reste encore beaucoup d'artisanat à Jaipur, c'est parce que l'organisation sociale permet aux différentes communautés de travailler ensemble, mais aussi parce qu'il y a une très forte créativité. Cette créativité a généré une importante manne commerçante, et ceux qui font commerce de l'artisanat sont aussi des mécènes. Dans la vieille ville, les marchands font aussi bâtir de riches demeures, les Haveli, aujourd'hui habitées par les familles d'artisans. À Jaipur, on s'est regroupé en fonction des savoir-faire. Tailleurs de marbre, miniaturistes, teinturiers, potiers, ciseleurs sur cuivre, ferronniers, tanneurs, des métiers millénaires qui se sont enrichis au fil des invasions. À l'entrée de la ville, Ganesh, le dieu éléphant symbole de prospérité, veille sur le Johari Bazar, l'un des plus vastes marchés bijoutiers du monde. Jaipur compte 3,5 millions de personnes. Près de 70% d'entre eux travaillent de près ou de loin dans la joaillerie. Elle est aujourd'hui un des grands centres mondiaux pour la taille de pierres précieuses et la fabrication de bijoux. Comme dans les autres artères commerçantes de Jaipur, derrière les boutiques du Johari Bazar se cache tout un quartier d'ateliers. C'est là que se côtoient nombre de métiers inconnus, comme celui de Gopal Manibar, coursier entre les fournisseurs d'or et d'argent et les artisans joailliers. Aujourd'hui, Gopal Manibar livre des morceaux d'or et d'argent à Somnath Das, l'un des nombreux artisans bengalis installés dans la ville. Le savoir-faire de Calcutta s'est exporté tôt à Jaipur. Il offrait une main-d'œuvre experte en bijoux de style victorien, héritage des années où la couronne britannique avait pris ses quartiers dans la capitale du Bengale occidental.
ये सोमनाथ जी क्या हाल है? ठीक है। इसका वजन है 531 860। इसमें तो आएगा ही। रख लो यार, बंद करके रख लो। 10 hommes vivent et travaillent ici. Le silence est d'or, les gestes minutieux. निर्मल जैसे मेरे पास ये काम एक सीखते हैं। Nirmal fait partie de la famille d'un de mes anciens apprentis. Un jour, après un mariage dans sa famille, il est venu me trouver pour me recommander Nirmal. Il m'a dit qu'il le connaissait, que c'était quelqu'un de bien et qu'il en prenait la responsabilité. Je sais qu'il ne volera pas. Ce n'est pas écrit sur le visage de quelqu'un qu'il est bien. Tout se fait généralement par relation avec d'autres personnes en qui l'on a confiance. D'abord, je regarde si le garçon est honnête. Je préfère rencontrer les futurs apprentis de l'atelier à travers des liens de parenté ou par connaissance. Le plus souvent, c'est un de mes anciens employés qui m'en présentera un nouveau et s'en portera garant. कहानी गरम हो गया कुछ सोच ऐसा जवाब देना पड़ता है ना मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई गलत हो 2 capsules, l'une d'or, l'autre d'argent. Il faudra 2 mois, beaucoup de ferveur, une poignée de diamants et une demi-douzaine d'hommes appliqués pour honorer une commande importante, celle du Gem Palace. Gem Palace was our family. Après la création de la ville, le Maharaja a invité ma famille à venir travailler pour le compte personnel de la famille royale. Mes ancêtres ont donc quitté Agra et sont devenus joailliers du roi. C'est plus tard, en 1852, que mon arrière-grand-père a fondé le Gem Palace. Et jusqu'à présent, l'affaire est restée familiale. Depuis le 19e siècle, le Gem Palace a reçu une prestigieuse clientèle venue du monde entier. Hier les Maharajas, aujourd'hui les rois et reines des dernières dynasties d'Europe, mais aussi des touristes de passage. On dit aussi que le Gem Palace est l'une des joailleries les plus riches du monde en pierres précieuses. Elle possède également le rare privilège d'avoir une vitrine permanente au Metropolitan Museum of Art de New York. Les pierres sont issues de mines dans le monde entier et elles arrivent en Inde sous leur forme brute. Ça, c'est du quartz fumé qui vient du Brésil. Après, chacune des pierres est répertoriée en fonction de sa qualité. Voilà une nouvelle collection sur laquelle je travaille en ce moment.
Elle s'inspire de ces vieux dessins moghols où l'on avait des canards, des lotus et des feuilles parsemées sur l'eau. La base a été ciselée en or et maintenant les lapidaires taillent les pierres en fonction des motifs qui ont été dessinés. Le Gem Palace est une de ces rares structures dans l'industrie de la joaillerie où tout peut être réalisé depuis la sélection des pierres brutes jusqu'à la fabrication des bijoux et leur mise en vente. Pour cette raison notamment, le Gem Palace est devenu le lieu de pèlerinage de nombreux designers étrangers. Le voyage à Jaipur serait peut-être au créateur joaillier, ce que le voyage à Rome fut au peintre. Pour faire réaliser in situ leurs dessins, ils comptent sur un savoir-faire et une main-d'œuvre abondante. 130 employés dans les différents ateliers de la maison, 3000 artisans éparpillés dans la ville et, pour réaliser des pièces en or très pur, les orfèvres des villages alentours. I just don't like the movement of the trunk. There's something cute about it as well. Maybe the angle of engraving should come a bit like that. Would you say we should do engraving? That's what I was putting it on the other side. J'ai toujours une passion pour l'Inde, même depuis l'enfance. Un beau jour, je suis venue au Gem Palace, qui est un endroit mythique et magique parce que c'est un peu comme une caverne d'Ali Baba, tellement il y a de bijoux. Et j'ai rencontré Monu Kasliwal qui est intéressant parce que c'est vraiment un passionné de bijoux. Et en plus, c'est quelqu'un qui a une vision très moderne des choses. Je lui ai demandé si je pouvais faire une petite collection avec lui. Il m'a dit d'accord. Et ça a commencé comme ça. Cute. Marie-Hélène de Taillac a donc posé ses valises à Jaipur. Pendant que ses bijoux voyagent et se retrouvent dans les vitrines chics de Tokyo, Londres, New York ou Paris, la créatrice française travaille avec les artisans et lapidaires du Gem Palace. Les pierres sont au cœur de son travail. Considérées comme talismans dans la tradition indienne, elles absorbent l'énergie du cosmos et agissent comme interface avec le monde divin. Une fois portées, on a la conviction qu'une pierre peut changer la destinée. La créatrice a remarqué que ses clientes, selon leur caractère, ne se dirigeaient pas vers les mêmes minéraux. Elle dit aussi qu'une pierre doit parler quand on l'achète. Donc, traditionnellement, le diamant était la pierre des rois. Et il n'y avait que les familles royales, en tout cas en France, qui avaient le droit de le porter. Et c'est quelque chose qu'ils ont énormément fait en Inde. Si vous voyez les Maharajas indiens, ils étaient vraiment couverts de pierres. Et je pense que le fait qu'ils scintillent autant leur donnait un pouvoir. Ils étaient entre le dieu et l'humain. Et je crois que la force du diamant, c'est qu'elle donne beaucoup de pouvoir aux gens qui la portent, en fait. Et c'est pour ça que c'est aussi une pierre qu'on peut dire quelquefois dangereuse. Et on dit que si un diamant était mal acquis, il peut porter malheur. Toutes les histoires des diamants, c'est parce que très souvent les provenances des diamants sont pas toujours très nettes. Dans le bijou, il y a aussi le bruit et il y a le toucher. Parce que les bijoux sont contre la peau, il faut qu'ils soient agréables à porter. Et dans la tradition indienne, ils vont encore plus loin. Les bijoux sont presque plus beaux à l'envers qu'à l'endroit, parce qu'ils pensent que la peau voit, et il faut que ça soit beau pour la peau. C'est incroyable, c'est un luxe incroyable de penser que votre bijou est entièrement décoré, et que ce n'est que pour vos yeux quand vous l'enlevez, en tout cas pour votre peau, parce qu'ils pensent que la peau voit. Ceux qui fabriquent les bijoux que le corps voit travaillent aussi au Gem Palace depuis des générations. Ce garçon est en train d'apprendre une technique particulière que l'on appelle kundan et qui est une méthode de sertissage des bijoux à l'aide de feuilles d'or pur.
Ils doivent d'abord battre de l'or très pur pour en faire de fines feuilles. Là, il est en train d'exercer sa main pour la rendre stable. On utilise généralement des poteries en argile ou des noix de coco. La grande tradition des bijoux Kundan a fait la réputation de Jaipur. Cette combinaison d'or, de pierres précieuses et d'émaux colorés s'est développée chez les maîtres émailleurs du Pendjab, aux confins du Pakistan. C'est dans les familles sikhs que cette technique venue d'Iran continue de se transmettre de père en fils. Donc, pour cette pièce, par exemple, on aura besoin de 5 personnes pour en venir à bout. D'abord l'orfèvre qui réalise la base en or, ensuite un tailleur de pierre qui taille en fonction de la base ciselée, puis un émailleur, et enfin la pièce arrive dans cet atelier pour être sertie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est fait à la main. J'espère que l'industrie ne va pas trop grandir et que l'artisanat va demeurer, parce que c'est ça qui fait que le bijou indien est assez exceptionnel, parce que c'est complètement artisanal. Pour moi, c'est des bijoux qui ont une âme. Alors que très souvent, je trouve que les bijoux en Europe n'ont pas d'âme, puisque pour la fabrication d'un bijou, ça passe dans tellement de mains. Donc c'est un bijou qui s'est imprégné de beaucoup de personnes. Ce n'était pas juste mon idée. C'est pas comme si c'était mon idée et c'était réalisé et ça passait par des machines. En fait, ce que je fais n'est bien que parce que tous les gens avec qui je travaille ont mis leur touch, leur savoir-faire pour que ça soit bien. Et ça, dans les machines, on n'a pas. Et du coup, c'est un bijou, enfin, c'est vraiment un bijou qui a quelque chose en plus. Ça, pour moi, c'est des vrais bijoux. Le bijou fait à la machine, c'est un bijou sans âme. Pourtant, la réalité économique veut que la plupart des bijoux portés dans le monde soient fabriqués par des machines. Afin de promouvoir les exportations indiennes de pierres et de bijoux, Jaipur a développé depuis 1997 la zone économique spéciale de Sitapura. Cette friche industrielle séduit les investisseurs. Elle évolue vite, concurrence internationale oblige. Ici, la manufacture des bijoux est conditionnée par une méthode unique, née au siècle dernier en Europe, celle du moulage des pièces. À Jaipur, la main-d'œuvre joaillière a donc le choix d'intégrer l'usine pour fabriquer des objets plus lisses, plus résistants, ou bien de travailler dans un atelier où les bijoux seront moins réguliers, peut-être plus fragiles, mais en tout cas uniques. Ce choix de devenir ouvrier ou artisan est aujourd'hui au cœur du débat sur l'avenir de la joaillerie indienne. Il y a très peu de bons artisans. Ce qui se faisait avant ne se fait plus aujourd'hui, en tout cas de moins en moins. Maintenant, ce sont des usines qui fabriquent tout. Avant, on prenait des années pour former un artisan, pour tout lui apprendre, pour tout lui expliquer, et pour qu'il soit capable d'intervenir à toutes les étapes de la confection d'un bijou.
Maintenant, n'importe qui de pas très qualifié peut se présenter à une usine et dire « moi je sais faire ça, j'ai appris chez un tel ». Il peut dire qu'il a appris dans mon atelier par exemple. L'interlocuteur à l'usine, il n'y connaît rien. Il ne va pas savoir que celui qui se présente n'aura passé en réalité que quelques mois ici. Le problème, c'est que si quelqu'un vient travailler chez moi, je vais lui donner 300 roupies. S'il va dans une usine, il gagnera le double. Mais il ne saura faire qu'une seule chose et il fera toujours la même. Donc les usines attirent de la main-d'œuvre, mais en même temps, elles sont dans la production de masse, en faisant toujours le même style de choses. C'est un constat pessimiste, mais je pense qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins d'artisans. See, what has happened is earlier a child would start learning at an early age because in India we had it more like a home. Dans le temps, en Inde, on avait plus un type d'industrie familiale où les gens travaillaient chez eux et où les enfants jouaient à côté de leur père. Quelque part, ils commençaient déjà à apprendre. And then they would start helping their father at an early age. Après, l'enfant débutait très tôt en aidant son père par-ci par-là. À l'âge de 12 ans, on lui confiait quelque chose à faire et arrivé à ses 18 ans, il était déjà maître de son travail. À partir de ce moment-là, le père n'avait plus le souci de nourrir sa famille et pouvait donc se lancer dans un ouvrage plus conséquent qui deviendrait l'œuvre de sa vie. This, if you see it with a magnifying glass, you will see the amount of detail of the work. And it's not just filigree. Regardez cette boîte. L'homme qui l'a faite a dû y passer au moins 10 à 15 ans. Chaque fil d'or a été coupé, soudé et ajouté séparément. C'était une boîte faite pour contenir les feuilles de Bethel. Mais ces types d'objets étaient possibles uniquement parce que l'artisan n'avait pas à s'inquiéter dans le sens où ses enfants étaient déjà formés. Et puis aussi, il savait que si le Maharaja appréciait leur ouvrage, il serait très bien récompensé en recevant non pas seulement de l'argent, mais souvent un lopin de terre. Et c'est pour ça qu'ils mettaient toute leur âme dans la confection d'un bijou. Un morceau de vie consacré à un objet. On dit en Inde que la confection joaillière suppose ferveur et dévouement. Les après-midi silencieuses à l'atelier de Somnadas étaient-elles de la dévotion ? Sur le coffre-fort de l'atelier, 3 divinités sont bénies chaque matin. Ganesh, symbole de prospérité, Vishvakarma, patron des artisans, et Lakshmi, déesse de la beauté et de la fortune. Un jour, en revenant de la prière de Vaishno Devi, j'avais sur moi des bijoux que je devais livrer à un client. Je les avais mis dans ma poche. En prenant un rickshaw pour rentrer chez moi, ils ont dû tomber. Mais je me suis aperçu seulement 2 heures plus tard que je les avais perdus. J'étais désemparé. J'ai d'abord cherché partout, en vain. Finalement, je suis allé chez le client, j'étais en nage, je ne savais plus quoi faire. Il m'a répondu que j'avais dû les oublier à l'atelier. Alors on a téléphoné pour vérifier, mais non, il n'y avait rien là-bas. Il m'a alors demandé « Tu l'avais bien mis dans ta poche ?» Et j'ai dit que oui, je l'avais bien mis dans ma poche. Peut-être que c'est tombé dans le rickshaw. Je suis ensuite retourné à l'atelier en pensant à Dieu intensément et en priant sans cesse pour retrouver le bijou. Au bout d'un long moment, un rickshaw s'est arrêté juste devant moi. Je me suis rendu compte que c'était exactement le même que celui que j'avais pris le matin avec les bijoux. Je suis allé voir à l'intérieur et j'y ai retrouvé la petite boîte. J'étais fou de joie. Je l'ai montré au gars d'en face qui m'a dit « Ah, toi,
t'as vraiment de la chance d'avoir retrouvé tes bijoux. Alors j'ai pu enfin souffler. Je suis revenu à la vie. Si je les avais définitivement perdus, j'en serais mort. À chaque fois que je me recueille devant Vaishno Devi, je ne peux pas m'empêcher de repenser à cette aventure. À l'époque de mon père, un de mes oncles travaillait ici. C'est lui qui m'a enseigné la joaillerie. Un jour est venu où il m'a donné à faire un pendentif en argent. Il en a été content et a dit à mon père que je travaillais très bien et qu'on pouvait dorénavant me donner d'autres choses à faire. Moi, j'étais pas très bon dans mes études, c'était pas mon truc, j'oubliais tout. C'est comme ça qu'un jour mon père a décidé de me faire travailler à l'atelier. Mais il m'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. Comment j'ai appris? Alors ça, je peux vraiment pas vous dire. C'est un maître qui m'a enseigné. Il me donnait du verre, des fausses pierres, et je m'entraînais. Quand j'avais terminé, il cassait tout. Et il fallait que je recommence. Au fur et à mesure que je progressais, on me donnait des matières de plus en plus précieuses. En fait, les méthodes d'apprentissage n'ont pas vraiment changé. La différence, c'est que maintenant, il y a des choses qu'il n'est plus nécessaire d'apprendre, parce qu'on peut les acheter toutes faites au marché. Par exemple, les alliages ou les outils. Avant, on fabriquait nous-mêmes nos propres outils. Ce qui a changé aussi, depuis 50-60 ans, ce sont les motifs des bijoux, et la mode en général. Les matières que l'on utilise aussi. À l'époque des Maharajas, on faisait un travail très minutieux, mais sur de grosses pierres précieuses. Aujourd'hui, on utilise des pierres plus petites, pas toujours précieuses, et le travail est moins minutieux. Les objets voyagent au gré des fortunes qui se font et se défont. Où se trouvent donc les lourdes pierres précieuses de l'époque des Maharajas? Dans les coffres du Gem Palace, Monu Kasliwal conserve quelques reliques et quelques trésors. Des dessins oubliés par les artisans, une collection de miniatures glanées à travers tout le Rajasthan et de nombreux joyaux. Le trésor des Maharajas, objet de tant de fantasmes, n'est peut-être pas là où on le pensait. En fait, beaucoup de bijoux européens se sont retrouvés en Inde, comme ceux qui avaient appartenu au tsar de Russie, par exemple. Au début du 19e siècle, les Maharajas étaient les plus grandes fortunes de l'Inde et aussi les plus gros acheteurs en Europe. C'est eux qui avaient le pouvoir d'achat. À l'époque, le mode de vie occidental séduit les Maharajas. Ils se rendent souvent en Europe, on les voit descendre dans les palaces, faire des dépenses somptuaires et parader avec des joyaux fascinants. Ce luxe ostentatoire et exotique suscite un véritable engouement pour les trésors de l'Inde. Marchands, joailliers et grosses fortunes se mobilisent. On parle d'un festin de joyaux. Le roi et la reine d'Angleterre sont même surnommés les mangeurs de diamants. C'est à ce moment-là que Cartier crée le style Tutti Frutti, une variation européenne de l'arbre de vie et des jardins hindous. En même temps, la maison parisienne installe un agent à New Delhi et se rapproche des Maharajas. Pour eux, le joaillier adaptera les bijoux moghols à la mode occidentale. Depuis longtemps, ma famille a collectionné et aussi vendu des bijoux à la plupart des rois et des reines d'Inde.
Mais après l'indépendance, quand les choses ont changé, elle a commencé à racheter des vieilles pièces dont les gens étaient obligés de se séparer. Et c'est comme ça que mon grand-père et mon père ont pu tomber sur des bijoux historiques. Cette chaîne a été faite par Fabergé. Ce sont des améthystes incrustés de diamants. Cette pièce, il semblerait qu'elle ait été réalisée pour le Congrès de Vienne en 1815. Le trésor du Gem Palace est pour l'instant conservé dans les coffres du joaillier. Les pièces attendent d'être disposées dans un musée que la maison ouvrira bientôt. La question de la préservation des bijoux fait aujourd'hui ressurgir celle de la protection des arts. Qui reprendra le flambeau ? Aujourd'hui, la protection de l'artisanat est entre les mains des clients. Elle va dépendre de leur appréciation et des choix qu'ils feront. La clientèle est variée. Ce sont soit des étrangers venus acheter des bijoux en Inde, soit de nombreux Indiens qui dépensent d'impressionnantes sommes d'argent en joaillerie. Ici, on considère les bijoux comme une forme de sécurité. C'est principalement pour cette raison que chaque année en Inde, des tonnes d'or sont importées. Parce que les gens ont encore confiance dans la valeur de l'or et souhaitent conserver une partie de leurs biens sous forme de bijoux. Quand le père donne les bijoux à sa fille, il donne sa part d'héritage. Et donc les bijoux, c'est quelque chose qui va toujours appartenir à la femme. Et donc c'est pour ça qu'ils achètent énormément de bijoux au moment du mariage, parce que c'est une sécurité pour la fille. Et du coup, les artisans ont énormément de travail, puisqu'il y a tout un marché des bijoux traditionnels. C'est incroyable l'argent qui est dépensé au moment des mariages, en bijoux et en réception. C'est phénoménal. Mon chauffeur me raconte toujours qu'il y avait un grand mariage ici où ils avaient offert à chacun des invités une voiture. Bon, c'est possible. Par chance, il y a de nouveaux Maharajas qui ont fait leur apparition, comme les industriels par exemple. Vous savez, l'économie indienne explose littéralement aujourd'hui. Il y a beaucoup de nouveaux riches en Inde, parce que c'est un marché énorme, il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. On dit toujours que les nouveaux riches voient moins les détails, que c'est la seconde génération, la troisième génération qui est un peu plus raffinée. Donc ça veut dire que le niveau risque de baisser. Les Maharajas il y avait des bijoux qui prenaient 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans à faire. En bas, dans le Gem Palace, c'est des boîtes que ça fait 10 ans qu'on nous les a commandées. On a mis 10 ans à les faire. Bon, vous imaginez que s'il y a beaucoup de demandes, personne ne va vouloir passer 10 ans sur un bijou. Donc c'est évident que la qualité des bijoux va être moindre. Ce que nous avons perdu et que nous continuons à perdre, c'est une certaine sensibilité, ce qui fait qu'une forme, que des proportions sont appréhendées avec talent. La différence la plus fondamentale se situe entre le véritable artisan et quelqu'un qui fabrique juste quelque chose. Le véritable artisan est celui qui comprend les formes, celui qui comprend les volumes, celui qui distingue ce qui est beau et ce qui manque d'allure. Ça, c'est vraiment la plus grande perte que l'on a en ce moment. Les artisans que nous perdons ne sont pas ceux qui font juste du bon travail, ceux à qui on passe commande aujourd'hui et qui sont en place. Non, les artisans que nous perdons, ce sont ceux qui pensent réellement de façon esthétique. Encore une fois, la plus grande différence ne se situe pas au niveau des artisans entre eux, mais véritablement au niveau de la personne qui fait faire le travail. Si on veut de la très belle poterie bleue, typique de Jaipur, c'est possible. Si l'on veut un travail du cuir très raffiné, oui, c'est encore possible.
Je n'arrête pas de répéter qu'en Inde, ce ne sont pas les artisans que l'on a perdus, mais plutôt les mécènes, les protecteurs. Les mécènes ont disparu. Maintenant, l'artisanat se divise selon deux niveaux. Ce qui est produit pour la consommation de masse et qui sera de moins bonne qualité, et certains artisanats comme les tissus et la joaillerie qui sont faits pour les mécènes, pour ceux qui veulent la meilleure qualité. Voilà où se trouve la vraie différence entre les artisanats. Y a-t-il une politique en faveur de l'artisanat? Non. Il y a une prétendue politique qui est embourbée dans la bureaucratie. Le gouvernement a été très dur dans le secteur de l'artisanat et pas vraiment aussi actif qu'il aurait pu être. Il y a des départements, mais qui s'occupent de la paperasse, et bon, ils assurent l'intendance. Le cœur et l'âme du mécénat public ne signifient pas grand-chose aujourd'hui. À l'atelier de Somnath Das, un bijou se termine. Dernière phase du sertissage avant d'assembler les morceaux de la pièce. En voyant cette lumière verte, on a d'abord pensé à du bricolage. C'est en fait une vieille technique ramenée de Calcutta. Mettre des ampoules derrière des bouteilles, filtrer la lumière rasante vers les minuscules diamants et les éclairer sans s'abîmer les yeux. Astucieux. L'histoire de ce collier nous échappe à présent. Elle se poursuivra un temps derrière les vitrines du Gem Palace. En nous quittant, Somnath a dit que la valeur du bijou résidait dans la confiance que lui faisait son client. Les morceaux d'or et d'argent fondus par Nirmal, le jeune apprenti de Somnath, vont connaître une nouvelle vie d'objets luxueux. Ils auraient pu également servir dans un autre quartier de la ville, pour une autre économie et dans une autre communauté. Vinod Joshi, anthropologue, travaille avec une fondation chargée de lutter pour la protection des artisanats qui sont en danger. Il se rend aujourd'hui dans la communauté musulmane qui fabrique des feuilles d'argent. Au départ, quand la fondation Jaipur Heritage a commencé son travail dans les vieux quartiers, j'ai dû me rendre dans plein d'endroits de la ville. Là, j'y ai progressivement rencontré des artisans, des miniaturistes et des peintres pour travailler sur les rues où ils vivent. Cette communauté est la première que j'ai étudiée, on l'appelle Panigar. Panigar signifie ceux qui fabriquent les feuilles d'argent. Et depuis, je suis resté en contact avec eux. Ici, on a encore des gestes traditionnels. Mais il faut savoir que depuis 10-15 ans, des copies de feuilles d'argent, en fait des feuilles d'aluminium, envahissent le marché. Nous devons informer, faire passer le message que les artisans vivent ici. C'est dans ce quartier que sont fabriquées les véritables feuilles d'argent. C'est là qu'ils les vendent. Voilà de l'argent brut, on le déroule et on le découpe en 170 morceaux. इसको इस तरीके से ये लगा दिया एक पीस लगेगा 2 में 1
किसका बना हुआ है? डिजिटल जापानी पेपर। अब बंद कर दो इसको। इनके तो बहुत है। मोटा वाला थोड़ा डिजिटल थोड़ा Et puis on martèle pendant 4-5 heures. Au final, on obtient 160 feuilles d'argent, parce que environ 10 feuilles se perdent toujours au passage. Art de la surprise et du travestissement, les feuilles d'argent évoquent la fusion des raffinements de la Perse et de l'Inde, du temps des Nababs. On les trouve sur les pâtisseries, sur les statuettes des temples, dans les médicaments ayurvédiques, la médecine traditionnelle indienne, ou encore sur les pannes, ces étranges feuilles de bétel à mâcher, remplies de tabac. Bien sûr, j'aimerais que mes enfants fassent le même métier que moi. Il y a de quoi faire, on a du travail toute l'année. Et c'est une tradition de famille. S'ils ne le font pas, qui le fera? De nos jours, plus personne ne veut apprendre à fabriquer des feuilles d'argent. Les enfants, je pense qu'ils feront comme on a toujours fait. Un enfant, c'est comme un verre vide. Si on y met de l'eau, ça devient de l'eau. Si on y met de l'alcool, ça devient de l'alcool. Ici, il va grandir en voyant le travail qu'on fait tous les jours et il va donc apprendre automatiquement les bons gestes. Dans Maniyaran Karasta se trouve une autre communauté musulmane, celle des fabricants de bracelets en lac. Ces bijoux portent bonheur aux femmes du Rajasthan depuis des siècles. Lali Begum est une des figures du quartier. On l'appelle souvent pour venir célébrer un mariage et poser ses bracelets traditionnels au poignet de la jeune épouse. Il fut un temps où les artisans étaient en contact direct avec la population. Mais aujourd'hui, cette interaction a disparu, parce qu'une tierce personne est venue s'interposer entre ceux qui achètent et ceux qui fabriquent. À cause de cet intermédiaire, les artisans sont devenus des ouvriers. Et malheureusement, ce type de situation ne cesse de croître. De plus, leur environnement n'est vraiment pas bon. Regardez les ferronniers dans Kataran Karasta. Les familles vivent dans les mêmes maisons depuis que la ville a été fondée il y a 270 ans. Au départ, ils étaient 4. Et maintenant, ils sont près de 80 à vivre sous le même toit. Leurs conditions sanitaires sont très mauvaises. Il n'y a pas assez de place pour s'asseoir et travailler. Et pendant l'été, quand il fait très chaud, ils continuent de faire du feu pour fondre les métaux alors que la famille vit dans les étages au-dessus. Et la chaleur monte de façon sidérante. Et puis ce bruit, 24 heures sur 24, impossible d'étudier calmement. Ils vivent à Kataran Karasta, ce qui n'est pas loin de Tripolia Bazar, à peu près à 800 mètres, mais à l'intérieur des ruelles. Donc les gens ne savent tout simplement pas où trouver les ustensiles ménagers. Ils se contentent d'aller à Tripolia Bazar et c'est de notre devoir de dire et redire qu'il existe à Jaipur des quartiers bien précis où travaillent les artisans et où l'on peut s'y fournir.
Travailler avec les artisans, ce n'est pas seulement faire quelque chose par quelqu'un. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'on travaille avec les gens. Personne ne travaille pour quelqu'un. Tout le monde travaille ensemble, c'est tout. Et c'est capital pour celui qui fait fabriquer des choses à Jaipur de réaliser que les artisans ne travailleront jamais pour vous, ils travailleront avec vous. Voilà la clé pour obtenir du travail de bonne qualité. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'ils seront capables de faire et ce qu'ils ne seront pas capables de faire, et tirer le meilleur de ça. Et s'il vous semble qu'ils en sont capables, il faut les encourager.